Sébastien Bachet, petit. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et Jean-Sébastien Bachet, petit-fils du fondateur de l'illustration, est un des invités de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. L'illustration pendant un siècle et plus de 5000 numéros a illuminé les fins de semaine de nos aïeux. On attendait la livraison, vous savez, on attendait la grande illustration de couverture notamment. À la belle époque, il y était souvent question de l'invention majeure du temps, l'automobile. Eh bien, c'est la thématique retenue pour le grand album qui vient de paraître sous la direction de Jean-Louis Fedgen. L'illustration, l'automobile, histoire d'une révolution. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Serge sur l'origine de l'expression « haut le pied ». On essaiera d'y répondre haut le pied. Pour le moment, pas question de lever le pied, puisque à titre de hors-d'œuvre, je vous propose d'évoquer la saga Bugatti. Europe 1. Au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Mars 1909, à Cologne, en Allemagne, dans un atelier automobile de la Gasmotorfabrik Deutz, la Deutz AG. Après des mois de recherche au sein de ces ateliers, après des mois de peaufinage, une nouvelle automobile est née, totalement différente de celle qui, à l'époque, commence timidement à envahir les routes d'Europe. La voiture est légère, 300 kg, alors que les autres véhicules dépassent souvent la tonne. C'est une petite cylindrée, un peu plus d'1 litre, alors que les moteurs de l'époque font 7 ou 8 litres. Surtout, la petite nouvelle est un bolide qui dépasse les 80 km/h du jamais vu en 1909. Elle a un nom, cette voiture, on l'appelle le pur sang. Mais comme elle est très basse, on la surnomme aussi la baignoire. Le concepteur du projet est le chef de fabrication de la Deutz. Il a passé des journées, des dimanches, des nuits entières à dessiner son modèle, à travailler sur lui. Et il est assez satisfait du résultat. Comme il le souhaitait, sa voiture est solide, légère et rapide. Ce jeune homme ambitieux de 27 ans, chapeau melon vissé sur la tête, fourmille de projets et dépose des brevets par dizaines. Il s'appelle Ettore Bugatti. Ettore Bugatti n'est pas le premier créateur de la famille, loin de là. Son grand-père était sculpteur et architecte. Quant à son père, Carlo, c'est un esthète, un peintre, un architecte, un ébéniste renommé. Et tous ceux qui aiment le mobilier Art Nouveau sauront de quoi je parle. Carlo aurait d'ailleurs bien voulu que son fils continue les beaux-arts et reprenne son activité. Seulement, la passion d'Ettore dès son plus jeune âge, c'est la mécanique. Il fait ses débuts comme apprenti chez Brunetti et Stocchi, qui sont des fabricants de tricycles à Milan. Quand je dis des tricycles, vous savez, c'était ces espèces de véhicules dont à une époque on s'est demandé s'ils n'allaient pas concurrencer l'automobile en tant que telle. Ils se forment comme ça sur le tas. À cette époque, on peut dire que la voiture, l'automobile n'en est qu'à ses balbutiements. À 18 ans, Ettore participe à sa première course sur un tricycle à 2 moteurs qu'il a eu l'autorisation de construire. L'année suivante, grâce à un grand prix remporté à Milan sur une automobile de sa conception qui peut atteindre 60 km/h, sa notoriété commence à dépasser les frontières de l'Italie. Et c'est comme ça qu'un industriel, le baron Eugène de Dietrich, dont les usines sont en Alsace, à Niederbronn, on est à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, c'est ainsi que de Dietrich va proposer à Ettore Bugatti un poste d'ingénieur de fabrication. Alors il est encore mineur, notre Italien. C'est donc son père qui pour lui va signer le contrat d'embauche. Ettore part pour Strasbourg puis pour Cologne, chez Deutz, où il occupe donc les fonctions de chef de fabrication. À ce stade à Cologne, Ettore Bugatti n'est pas encore célèbre, parce que, disons-le franchement, personne ne s'intéresse encore vraiment à son pur sang qui vient de sortir de l'usine. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il lui faudrait au jeune Ettore, c'est une bonne publicité. Eh bien, l'occasion va s'en présenter en septembre.
Le Français Louis Blériot, qui avec son avion a traversé la Manche 2 mois plus tôt et qui est donc devenu une célébrité mondiale, Blériot est invité à un meeting aérien à Cologne et il doit rester là 1 semaine. Bugatti ne se démonte pas, il va voir les autorités de la ville, il propose d'héberger Blériot chez lui pendant son séjour. Il sait que les aviateurs aiment l'automobile, il se dit que Blériot ne va pas être insensible à son pur sang, qu'il va sans doute l'essayer, qu'il va l'adopter, et le fait est que Blériot, armé de sa célébrité, ferait un porte-enseigne idéal pour Bugatti et ses modèles mécaniques. Ettore a bien joué, son plan fonctionne et désormais, tous les matins pour se rendre au champ d'aviation, Blériot s'installe au volant de la petite Bugatti, sous l'œil intrigué des journalistes et devant l'objectif des photographes. À la fin de la semaine, Blériot est presque devenu un ami de Bugatti. Il en profite pour lui adresser un conseil. Cette petite voiture est incroyable, elle ressemble peut-être à une baignoire, mais moi je n'ai jamais vu de baignoire aller si vite, lui dit-il. Vendez-la en France, je suis sûr que vous aurez des clients et moi le premier. Allez, à bientôt à Paris. Voilà qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ettore se dit que cette fois, le moment est venu pour lui de se lancer à son compte. Il se rend donc à la Darmstadt Bank de Strasbourg, où il rencontre ce qu'on pourrait appeler un banquier dans l'âme, monsieur de Vizcaya. Celui-ci vient de repérer une ancienne teinturerie tout près de Molsheim, qui est un bourg d'un millier d'habitants. Un bourg réputé pour ses vignes, bien sûr, le site est modeste, mais il peut facilement accueillir des ateliers. Ettore Bugatti n'hésite pas une seconde. Avec l'appui du banquier, il achète la teinturerie. Il est vrai que Molsheim, à 20 km de Strasbourg, n'a que des avantages. D'abord, il y a une gare, ça c'est très utile pour acheminer les matières premières, pour transporter les outils, etc. La ville est catholique, comme l'est Ettore, qui, tout Italien qu'il soit, je vous le rappelle, je vous le signale, parle l'allemand et le français. En décembre 1909, Ettore prévient donc la Gasmotorfabrik Deutz qu'il ne va pas renouveler son contrat. La vérité, c'est même qu'il va entraîner dans sa nouvelle aventure un certain nombre d'ouvriers de la firme allemande. Sa petite famille le rejoint bientôt. Il y a sa femme, Barbara, qui est une ancienne cantatrice de la Scala de Milan, et ses 2 filles, Lébé et Lydia, ainsi que le petit dernier, Jean, qui à l'époque est âgé de quelques mois. Début 1910, les machines-outils sont installées, l'usine peut démarrer, la fonderie s'achève, notre fameux pur sang est reproduit et vendu à la commande, l'épopée des automobiles Bugatti peut commencer.
On vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre grand portrait. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand sur Europe 1, vous nous racontez l'histoire du constructeur Bugatti et de toutes les premières automobiles. On est très loin d'être au bout de l'extraordinaire aventure d'Ettore Bugatti, qui maintenant s'est donc installé à Molsheim, en Alsace, qui va élaborer de nouvelles automobiles qui vont s'imposer dans les grands prix. On a beaucoup d'ouvriers désormais chez Bugatti, il y en aura 200 à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, quelles sont les voitures qui sortent à l'époque ? Par exemple, une 2 places à moteur 10 chevaux, 855 cm3, c'est vraiment très petit. D'ailleurs, c'est la plus petite voiture jamais construite en série. On l'appelle la bébé Peugeot, parce que la firme de Sochaux a déjà acheté les droits de fabrication. Et Ettore crée aussi un superbe prototype, le Black Bess, pour l'aviateur Roland Garros, dont il est proche. Vous savez qu'il le prénommera son dernier fils Roland, en hommage à Roland Garros, qui mourra en 1918. Bref, pour Ettore, la période est faste. Il s'installe dans cette vie d'industriel campagnard avec une évidente jouissance, nous dit Philippe Aubert. Fidèle à l'enseignement de son père, il garde le contact avec la terre, la nature, qui vous environne et soutient votre création. Il conçoit même le lien entre la vision paisible des champs de vignes et de blé qu'il a sous les yeux et les bruyantes et fumantes pièces de mécanique qu'il se propose de réaliser. Le lien en question, c'est le cheval, car il faut savoir qu'il monte tous les jours. C'est un rude cavalier, Ettore Bugatti. Seulement, voilà, arrive la Grande Guerre. Ça, c'est un coup d'arrêt, bien entendu. Bugatti repart pour l'Italie. Ensuite, il va revenir à Paris et finira par retrouver Molsheim. Mais l'usine, à ce moment-là, est complètement presque abandonnée. Elle est en ruine. Le matériel a été dispersé ou se trouve hors d'usage. C'est un coup d'arrêt terrible dont Bugatti espère bien, entend bien qu'il ne soit que temporaire. On se remet très vite au travail au lendemain de la guerre et dès 1924, un nouveau modèle est déjà en cours de fabrication. Et alors ça, c'est un véritable bijou. Je cite Denis Baldenspenger. Silhouette massive, pliée en deux sur son bureau, l'homme couvre plusieurs feuillets de dessins annotés. Des ratures et des surcharges se dégage bientôt la forme élancée d'une automobile au long capot moteur et dont l'arrière s'affine en pointe. L'habitacle est en plein air, une simple découpe dans la carrosserie permettant au pilote de prendre place au volant, un minuscule pare-brise abattant et des roues à palettes sans le moindre garde-boue complètent les purs. Cette nouvelle voiture, c'est la célèbre Type 35 qui va être un énorme succès, qui va accumuler quelques 2000 victoires sur les circuits de vitesse et devenir l'emblème de la réussite de Bugatti. D'ailleurs, vous savez qu'en 1928, Bugatti va créer son propre Grand Prix, le Grand Prix Bugatti au Mans, le Mans où déjà par ailleurs se courent les célèbres 24 heures. L'année suivante, en 29, le lieutenant Frédéric Loiseau traverse le Sahara aller-retour, ça fait 15 000 km en 32 jours, à bord d'une simple Bugatti de tourisme qu'on appelle la Type 40. Il ne faudrait pas croire que les Bugatti ne soient que des véhicules rapides et solides, ce sont aussi des voitures élégantes. Et Ettore s'adresse volontairement, ça a été un choix dès le début pour lui, il s'adresse à une clientèle fortunée. Le magasin à Paris se trouve avenue Montaigne, tout près des Champs-Élysées, et à l'inauguration on croise Maurice Chevalier, le peintre de Reims, l'écrivain Paul Morand. Bugatti intéresse aussi beaucoup les têtes couronnées, je pense notamment au roi d'Espagne, Alphonse XIII. Pour satisfaire cette clientèle très élégante, l'usine de Molsheim se doit d'être un modèle de rigueur. Un amateur, un client venu chercher sa voiture, raconte l'abbé Bugatti, la fille d'Ettore, ou une pièce de rechange, cet amateur découvrait brusquement dans ce coin d'Alsace la petite principauté d'un seigneur de la Renaissance italienne égaré dans l'âge industriel. Il avait de qui tenir car son père, Carlo, et son grand-père déjà avaient cette dimension aristocratique dans la conception de leur art. Reconnaissable à sa haute stature, Ettore Bugatti laisse deviner son humeur à sa façon de porter son chapeau melon, nous dit Baldensperger. Le couvre-chef percé de trous d'aération penche-t-il en avant ? C'est un signe de concentration d'esprit et de réflexion, voire de mécontentement, et mieux vaut ne pas l'aborder dans ces moments difficiles. En revanche, basculer en arrière, on parle toujours du chapeau melon, il augure favorablement des bonnes dispositions de son propriétaire. Quand Ettore Bugatti inspecte ses ateliers, il enfile une paire de gants pour ne pas laisser de traces sur le métal. Et c'est vrai que les automobiles qui sortent de cet atelier sont quasiment comme autant d'œuvres d'art. Et elles sont luisantes, et elles sont rutilantes. Une armée de balais, de chiffons traque en permanence les rebuts et la poussière, astique constamment les plaques, les serrures, les gonds, les loquets. Tout doit briller
tout doit scintiller dans la pénombre. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi, nous découvrons la saga Bugatti. Vous savez, Bugatti, c'est quand même la plus grande et la plus, la plus noble des marques françaises. Même si Bugatti lui-même était d'origine italienne, mais on est bien en Alsace, on est dans cette industrie d'excellence française avec un projet de voiture de prestige maintenant. Parce qu'au cours d'un grand dîner, Ettore Bugatti était assis à côté d'une lady britannique qui disait que c'était bien simple. Si on voulait une voiture de sport, il n'y avait que les Bugatti, et si l'on voulait une voiture de prestige, il n'y avait que les Rolls-Royce. Voilà ce que disait cette dame, comme on peut entendre ce genre de phrase à l'emporte-pièce dans les dîners, vous savez. Et ça a beaucoup agacé l'Italien qui s'est dit qu'il allait faire lui aussi une voiture de prestige. Ce serait la Royale, dont le prototype voit le jour dès 1926. Bugatti est tellement impatient d'essayer sa voiture qu'il ne la passe même pas au banc d'essai. Alors je vous décris un peu la bête. 6 mètres de long, un moteur 8 cylindres de 15 litres. Alors là, on est aux antipodes de ce qu'il faisait précédemment, bien sûr. Et une vitesse de pointe à 200 km/h, ce qui, en 1926, n'est quand même pas banal. Le modèle est majestueux, sellerie tout en cuir beige clair, tableau de bord en palissandre avec une boule d'ivoire au levier de vitesse. La voiture n'a même pas de phare fixe parce que Bugatti explique « moi je ne roule pas la nuit », sous-entendu, mes clients n'ont qu'à en faire autant. Quant au prix, me demanderez-vous, il est tout simplement exorbitant. 500 000 francs de l'époque, ce qui est une somme complètement vertigineuse, on peut même dire complètement inaccessible. C'est plus de 2 fois le prix de la plus grosse Rolls, vous voyez, donc c'est vraiment la voiture inaccessible par essence. Ettore a travaillé en famille, son fils aîné Jean Bugatti, qui n'a alors qu'une vingtaine d'années et qui appelle son père le patron, a dessiné la carrosserie, cette célèbre carrosserie, la plus inouïe de toute l'histoire de l'automobile. Le bouchon de radiateur surmonté d'un éléphant cabré, trompe levée, est l'œuvre du sculpteur animalier Rembrandt Bugatti, le frère d'Ettore. La Royale est donc un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre né, hélas, un soupçon trop tard, car arrive très vite le krach boursier de 1929 aux États-Unis, qui entraîne l'Europe dans la dépression. La voiture a été mise en commercialisation seulement à la fin de 1928. Et c'est l'époque où même les milliardaires ont peur. Certains d'ailleurs vont carrément perdre leur fortune, ils sont nombreux. Quant aux têtes couronnées, elles traversent elles aussi un mauvais moment. Les trônes vacillent un peu partout. Alphonse XIII en Espagne, Alexandre Ier en Yougoslavie ne veulent pas se retrouver dans un cabriolet et devenir la cible de régicides éventuels. Finalement, de 1929 à 1933, fin d'exploitation de la Royale, ça dure pas longtemps, 3 exemplaires, vous m'entendez bien, 3 exemplaires seulement seront commercialisés sous des formats différents. Alors j'ai les noms des clients, un gynécologue allemand, le docteur Fuchs, un capitaine britannique, Foster, et un magnat de l'habillement, évidemment Armand Esders. Voilà les 3 seuls clients de cette voiture qui aujourd'hui encore dans le monde existent à quelques exemplaires, dont 2 se trouvent d'ailleurs au musée alsacien des frères Schlumpf. Je crois que c'est 2 d'ailleurs. Si je me trompe, je laisse à nos auditeurs le soin de nous le signaler via notre site. Au début des années 30, pour compenser la chute de la production automobile, Bugatti va se tourner vers le rail. Ça va être le début des autorails. En 1934, l'un d'eux va battre le record de vitesse sur rail en atteignant 196 km/h. Et ce sont au total 80 autorails qui seront vendus à la SNCF. Mais ça n'intéresse plus Ettore Bugatti, ça il faut bien le dire. Il a dépassé maintenant la 50aine. Il a de plus en plus associé son fils aux responsabilités. Et alors arrive par là-dessus, si je puis dire, le Front populaire, 1936, avec les grandes grèves. Un matin, Ettore Bugatti veut entrer dans son usine et les ouvriers sont là, il y a un piquet de grève, on l'empêche d'entrer dans l'usine. Alors là, c'est trop pour lui. Il va carrément laisser les clés de l'entreprise à son fils. Et c'est à ce moment-là, avec Jean Bugatti, que les activités vont se diversifier. Outre l'autorail, on s'intéresse chez Bugatti désormais à l'aviation et même à l'aviation militaire. Faut pas oublier qu'on est en plein réarmement. On voit l'aviation allemande à l'époque, on est à l'époque de l'Allemagne nazie, bien entendu. L'aviation allemande est en pleine expansion et donc on essaie de
de s'armer, nous aussi, de ce côté-ci du Rhin. Jean Bugatti, par ailleurs, est un as du volant. Le 11 août 1939, il essaie lui-même le Tank, une voiture qui 2 mois plus tôt a remporté les 24 heures du Mans. Il prépare le Grand Prix de la Baule à l'époque. Il est 22 heures ce 11 août 1939. Le tronçon de route choisi est une longue ligne droite. C'est la nationale qui rejoint Molsheim à Strasbourg, gardée à ses 2 extrémités, interdite à la circulation. Le Tank s'élance, on est quand même à 200, 210, 240 km/h. Et soudain, une silhouette perchée sur une bicyclette surgit d'un chemin de terre. Jean Bugatti n'a pas le temps, il donne un coup de volant pour l'éviter. Le bolide va s'écraser contre un arbre et il est tué sur le coup. Pour la firme de Molsheim, on peut dire que la mort de Jean Bugatti est un arrêt de mort. D'ailleurs, quelques mois plus tard, c'est le père d'Ettore, Carlo, qui meurt à son tour. Arrive là-dessus la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands vont l'obliger à céder son usine. On est dans la fameuse annexion, bien entendu. Il y a sa femme, Barbara, qui va mourir un peu plus tard, en 1944. Pour Ettore Bugatti, tout ça est terrible. Il est victime en 1947 d'une grippe qui se transforme en embolie et qu'il l'emporte le 21 août 1947. Roland Bugatti reprend l'activité, mais on peut dire que ce ne sera plus du tout, jamais comme avant. Bugatti, nous dit Louis Armand dans sa préface à l'ouvrage L'épopée Bugatti, se situe à l'apogée de l'époque de la construction de l'auto, précédant celle de la fabrication en série. Je dirais même qu'il personnifie cette époque qui commença peu avant le siècle et vit naître contre toute attente, par la curieuse conjonction du moteur à explosion et du pneumatique, des chars sans chevaux, mais allant plus vite qu'eux. Bonjour messieurs, nous allons quitter les Bugatti pour parler d'automobiles nettement plus répandues et plus populaires à travers les très nombreuses pages, les très nombreux articles que l'illustration leur a consacrés au fil de ces décennies d'existence. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et cet après-midi, dans les grands portraits, il est question de voitures, de Bugatti, et tout cela grâce au journal Illustration. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Jean-Sébastien Bachet, directeur de l'Illustration, journaliste et directeur d'une agence de presse et d'information, et Jean-Louis Fesjean, éditeur chez Michel Lafon. Alors, il faut dire que le grand album que j'ai sous les yeux, je ne peux même pas le feuilleter là parce qu'il gênerait le micro, vous voyez. Il est quasiment, pour être plus juste, à la taille de ce qu'était l'Illustration. C'était quand même un très grand hebdomadaire, non seulement par le tirage, mais aussi par le format, Jean-Sébastien Bachet. Oui, absolument. C'est un magazine mythique qui a vraiment marqué l'histoire de la presse. Premier magazine illustré français à partir de 1843. Comme son nom l'indique. Exactement. Premier magazine au monde à partir de 1906, pardon. On l'oublie, mais effectivement, c'est le seul magazine en presse française qui va s'imposer au niveau international et qui va raconter chaque semaine l'histoire du monde pendant plus de 100 ans. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est un témoignage tout à fait exceptionnel. Et on lisait à une époque où le français était plus répandu qu'aujourd'hui dans les classes dirigeantes planétaires, on lisait l'Illustration un peu partout, hein, pas seulement en France, loin de là d'ailleurs. Hein. Oui, vous avez raison, c'est aussi une particularité incroyable de ce titre, une diffusion dans plus de 150 pays. Quand on pense aux difficultés d'acheminement à l'époque, c'est absolument extraordinaire. Et donc l'Illustration porte la voix de la France à l'international et la voix de la France à l'international et va faire rayonner notre industrie, notre culture. Pendant l'interruption, nous parlions, Jean-Louis Fesjean, nous parlions des Bugatti. Et vous disiez qu'il y a encore chez Bugatti aujourd'hui la volonté de se dépasser. Hein, toujours cette volonté de faire des véhicules d'exception. Il y a une Bugatti, je crois, un nouveau modèle de la Bugatti Veyron qui va sortir en 2016. Oui. Qui a des tests à 430 km/h. C'est un avion, là. C'est un avion. On nous dit qu'elle est bridée à 415. Ah bon, quand même, oui. Pour rouler à 130 sur les autoroutes, c'est difficile. Alors évidemment, dans ce très bel album, tout en couleurs, foisonnant d'illustrations, c'était bien la moindre des choses, voilà, que vous consacrez aux articles automobiles de l'Illustration, il est très peu question de Bugatti, parce que on s'adresse à un vaste public dans l'Illustration. Hein. Oui, et puis l'Illustration est un journal français, avec ce que ça implique de patriotisme, l'automobile étant quand même pour une large part une invention française. En tout cas, la France a un rôle prépondérant dans l'invention
de l'automobile. Le premier véhicule automobile de l'histoire, c'est le fardier de Joseph Cugnot en 1769, mais après, les marques anciennes de Dion-Bouton, etc., ont mené toutes les recherches à une époque où on ne savait pas encore si ça serait la vapeur, le moteur à pétrole ou le moteur électrique qui l'emporterait. Et donc, naturellement, l'illustration braque ses objectifs davantage sur les marques françaises que sur les marques étrangères. Et puis, disons les choses, et c'est en tout cas ce que vous avez retenu dans cette sélection d'articles qui sont remis en page, qui sont très vivants, que vous avez repris en quelque sorte, et retravaillé. C'est vrai que l'habitude de lecture, vous avez évoqué le très grand format de l'illustration, c'est vrai que ça fait une coudée, une illustration, c'est un très grand journal. Et c'est composé en corps 8, c'est écrit tout petit, sans intertitre et sur 4 colonnes. Donc c'est un article, ça fait 20 pages, 20 feuillets. C'est ça. Donc pour les habitudes de lecture d'aujourd'hui, il faut réduire. Sinon, il faudrait 800 pages. Il y a bien entendu des articles sur un certain nombre de modèles, sur les grands prix, etc. Mais l'essentiel de ce numéro est consacré au phénomène de société qu'a été l'automobile, c'est-à-dire la répercussion de la voiture automobile sur la vie des gens. Absolument, c'est pour ça qu'on parle de l'histoire d'une révolution. Ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a rappelé Jean-Sébastien, l'illustration a été créée déjà bien en place au moment de la naissance de l'automobile. L'automobile devient un phénomène reconnu de masse dès avant 1900 et l'illustration est déjà là. Et l'illustration s'y intéresse d'abord comme une nouveauté scientifique amusante, ensuite comme un objet sportif amusant et ensuite comme un véritable phénomène de masse. Et donc, très rapidement, l'illustration va accompagner tout cet essor de l'automobile en passant par des étapes souvent amusantes. On a l'étape où on considère que les teuf-teuf, comme on dit à l'époque, sont d'épouvantables engins qui font de la fumée, qui tuent les poules, qui tuent les passants, etc. Donc il y a une sorte de croisade anti-automobile dans l'illustration. L'automobile vient perturber le silence des campagnes. Ça perturbe les gens. Les automobilistes sont poursuivis à coups de fourche par les paysans, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils écrasent les poules, etc. Et puis même dans les villes, tuer un piéton, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a même un article qui est franchement rigolo dans l'illustration, qui s'intitule « Comment bien tuer un piéton en automobile ». Ironique. Il y a une ironie, et donc... Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que le public de l'illustration, qui est plutôt un public aisé, s'intéresse lui aussi à l'automobile, et l'illustration va donc accompagner le mouvement au point de consacrer plusieurs numéros spéciaux au salon de l'auto dès 1900, et donc devenir la première source de renseignements et d'articles, de photos sur ce phénomène. Alors comme vous le disiez... Il y a des articles sur la signalisation, sur la gendarmerie, sur les mœurs de la route, sur la politesse de la route. C'est-à-dire qu'on est en train de transformer, d'adapter les mœurs au volant, si je puis dire. À commencer par le fait que avec l'abandon du cheval et l'arrivée de l'automobile, les Français découvrent la France. Parce que certes, le chemin de fer existait, mais le chemin de fer ne vous emmenait que d'une gare à une autre gare, autrement dit d'une ville à une autre ville. Et une fois que vous arrivez dans la ville, vous vous déplaciez à cheval, autrement dit 20-30 km maximum de portée. Avec l'automobile, les Français sortent des villes, découvrent la campagne. D'ailleurs, l'illustration, les mots automobile et tourisme deviennent quasiment synonymes dans l'illustration. Oui, parce que René Bachet va lancer effectivement les hors-séries qui vont avoir pour titre l'automobile et le tourisme. Automobile et tourisme, on découvre le principe du week-end et on découvre les embouteillages qui sont les plaisirs de l'embouteillage. Il y a des embouteillages Paris 1900 qui sont apocalyptiques. C'est tout à fait étonnant. Heureusement qu'il y a des embouteillages, ça permet aux gens d'écouter la radio. Alors voilà. on va revenir dans un instant à ce foisonnement d'articles tirés de l'illustration. Ce qu'il faut dire, c'est que on parcourt cet album avec beaucoup de plaisir, car on ne peut jamais deviner dans quel sens ça s'en va. Ça fait partie de ces livres qui sont, on peut même plus dire à ce niveau-là, bourrés de surprises, parce qu'il y en a des centaines. On est épaté, amusé, happé à chaque page. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand.
Grâce au journal Illustration, aujourd'hui, on revient sur l'histoire de l'automobile et vous recevez Franck Ferrand cet après-midi, Jean-Sébastien Bachet, directeur de l'Illustration, journaliste et directeur d'une agence de presse et d'information, mais également Jean-Louis Fetzgen, éditeur chez Michel Lafon. Et je reçois, j'allais dire, cet extraordinaire album consacré à l'automobile vu par l'Illustration. C'est votre aïeul, c'est votre arrière-grand-père qui a fondé l'Illustration, Jean-Sébastien Bachet. Alors, il l'a pas fondé. Il arrive. L'Illustration est lancée en 1843 par quatre journalistes, et il arrive en 1904 et il va donner un coup d'accélérateur assez formidable à ce magazine qui est alors un petit peu en difficulté, mais qui a déjà une histoire incroyable. Et dès 1906. Ah oui, 1904, l'Illustration est déjà très implantée. Totalement implantée. C'est déjà le premier magazine français. C'est ça. Mais il arrive en 1904. En 1906, il en fait le premier magazine au monde. Donc on voit effectivement une accélération de l'histoire pour l'Illustration à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que l'Illustration a inventé un nouveau type de journalisme ? Oui, clairement. C'est-à-dire que le lancement de l'Illustration en 1843, c'est une vraie révolution qui repose sur trois piliers. Le premier, comme son nom l'indique, c'est d'utiliser l'image comme un élément d'information. Ça, c'est une grande nouveauté. Ah, ce sont des dessins dans un premier temps, bien entendu. Alors, la photographie n'arrivera que plus tard. Hein. Absolument. Ce sont des dessins qui sont produits grâce au travail de graveurs. Et puis, le deuxième pilier important, c'est de sourcer l'information. Ça, c'est une véritable nouveauté. Et ça va être le pilier du journalisme moderne et on peut vraiment l'identifier par rapport au lancement de l'Illustration. Le dernier pilier, c'est de faire un journal universel. Plus tard, ça deviendra... Oui, ça paraît, pardon, mais cette histoire de source, ça paraît presque anecdotique. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, quoique. Mais à l'époque, il faut quand même dire que le journalisme avait un côté très fantaisiste. D'abord, n'importe qui s'intitulait journaliste. Hein. Il y avait des dames du monde qui racontaient des choses un peu énormes. Et les bruits qu'on entendait se retrouvaient imprimés. Donc, il y a eu un énorme travail à faire dans les années 1870-80 pour donner du poids et de la crédibilité à ce qu'on annonçait. Oui, la notion de journal est quelque part un peu une nouveauté parce qu'on est vraiment dans l'époque des gazettes, des revues et la presse française, enfin si on peut appeler ça de la presse comme vous le soulignez, reproduit en fait curieusement essentiellement les dépêches des agences anglaises et sans du tout vérifier l'origine de l'information. Donc effectivement, parfois ça part. Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à la guerre de 14, la presse française est pour l'essentiel, en tout cas, une presse d'opinion. C'est-à-dire que quand on achète un journal, on sait si c'est un journal de droite, de gauche, monarchiste ou républicain. Ça n'est pas le cas de l'Illustration. Non, l'Illustration a un parti pris assez original dès le début. C'est vraiment dans la foulée du siècle des Lumières. C'est une vision humaniste. On veut faire partager la connaissance avant l'information. Et là aussi, c'est un petit peu différent aujourd'hui de la perception du journalisme moderne. Et on se rend compte à travers ces articles consacrés spécifiquement à l'automobile que la vie des gens est au cœur même de cette rédaction et de ce journal. C'est pas un journal qui va s'intéresser ou de loin à l'aspect technique des choses. Par contre, l'impact sociétal de la voiture, là, effectivement, il y a énormément d'articles et c'est ce qui fait l'intérêt aujourd'hui de la lecture. On voit, par exemple, un exemple entre mille, c'est le rôle qu'a joué la voiture dans l'émancipation des femmes. Un rôle absolument extraordinaire dans les années 20. La silhouette même de la garçonne avec ses cheveux courts, son chapeau cloche et sa robe sans corset étroite est entièrement adaptée à la conduite automobile. Pourquoi les femmes conduisent-elles plus dans les années 20 ? Eh bien parce qu'elles ont conduit pendant la guerre, parce que les hommes étaient au front, et qu'après-guerre, elles sont, pour un grand nombre, veuves ou mariées à des amputés qui ne peuvent plus se déplacer. Donc la femme, d'un seul coup, a besoin de se déplacer. C'est une France essentiellement agricole, donc les gens ont besoin de se déplacer. La guerre de 14, qui commence avec une cavalerie à cheval et qui se termine avec des tanks, la guerre de 14 aura été un accélérateur extraordinaire de l'automobile. Si vous pensez par exemple à la voie sacrée, il y avait un camion toutes les 7 secondes. Oui, bien sûr. Ce sont les moyens automobiles. S'il y a un camion toutes les 7 secondes, ça veut dire qu'il y a un chauffeur toutes les 7 secondes. Et que donc des gens qui n'avaient jamais vu une voiture de leur vie deviennent des chauffeurs. Et vous avez des gens comme Henry Ford aux États-Unis ou André Citroën en France qui comprennent que l'automobile de luxe, comme on évoquait Bugatti, etc., ce temps-là existe encore bien sûr dans les années 20, mais il est temps d'avoir des voitures populaires. Et donc c'est une révolution, les gens se mettent à conduire.
Très naturellement, vous avez classé tous ces articles de façon chronologique, Oui. bien entendu, avec des illustrations qui, au début, sont de véritables tableaux. On a d'ailleurs des aquarelles extrêmement réussies qui montrent ce qu'on pourrait appeler des scènes de genre. Il y a encore la stupéfaction on sent que l'artiste a été étonné par le sujet lui-même. C'est-à-dire que l'automobile, en tant que tel, est considéré comme un sujet à part entière. Oui, et on voit que c'est un sujet à part entière et c'est une œuvre à part entière. Il y a un détail qui est amusant, c'est la notion de carrosserie. Au début de l'automobile, le fabricant d'automobile construit le châssis et le moteur et il fait appel à un carrossier. Carrossier dans lequel il y a le mot carrosse, c'est-à-dire que on va mettre sur le châssis une caisse qui autrefois était, oui, tout et à ça fait. va même, on a une illustration qu'on a reproduite dans le livre, un véritable carrossier a posé une caisse de carrosse à l'ancienne sur un châssis automobile. Donc ça donne parfois des aberrations, mais il y avait cette notion, la nouvelle Panhard carrossée par machin. Et donc vous aviez des gens c'était vraiment des signes extérieurs. On ne jugeait pas de la qualité de voiture par le moteur, on la jugeait par la qualité de la carrosserie. Et donc, il y avait effectivement cette fascination pour des très beaux objets. Vous soulignez à quel point les Bugatti étaient avant tout des très beaux objets. Il y avait cette volonté de produire des véhicules absolument fantastiques. Et c'est un âge d'or, les années 20-30, extraordinaire. Évidemment, l'illustration s'assurait les services d'un certain nombre d'illustrateurs de talent, c'est une évidence, et même de grands artistes. C'était le cas aussi de certaines plumes. Il y a des articles d'Octave Mirbeau, par exemple, enfin de gens célèbres. Jean-Sébastien Bachet. Oui, l'illustration, comme on l'a dit, s'impose rapidement comme le premier média au monde. Et évidemment, toutes les grandes signatures vont vouloir participer au journal. Et on a Bazin, Daudet, Gaston Leroux, Anatole France, Edmond Rostand, Sacha Guitry, Feydeau, Clémenceau, Zola, Guy de Maupassant, et je vais m'arrêter là. Ouais. On a tout le panthéon national de la littérature de l'époque. Et donc, on a des talents exceptionnels au niveau des textes. Et puis, au niveau de l'image, évidemment, on a aussi des collaborateurs incroyables. Alors, les articles permettent d'aborder la science, bien entendu, et les techniques, puisqu'on voit un certain nombre de chaînes de production, on découvre l'intérieur de certains moteurs par des écorchés, etc. On découvre également la géographie, car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'automobile est un moyen d'exploration. On est à l'époque des fameuses des grandes croisières, hein, la croisière noire, la croisière jaune, etc. Jean-Louis Fedgen. C'est une des grandes trouvailles d'André Citroën qui a vraiment été un extraordinaire novateur. Il lance la croisière noire en 1925, qui est un grand raid sur des voitures de série à travers l'Afrique. Il va lancer ensuite la croisière jaune, qui est une encore plus grande aventure dans les années 30 à travers toute l'Asie, où il traverse d'ailleurs des pays révolutionnaires. Il va devoir passer à travers la Russie soviétique, à travers la Chine en guerre, etc. Donc il y a un côté Tintin extraordinaire. Vous parliez des reporters de l'illustration. Il y a un côté Tintin, aventure absolument invraisemblable. Je vous interromps, mais Jules Verne, par exemple, va s'inspirer pour créer son personnage de Michel Strogoff d'un journaliste d'illustration qui s'appelle Durand Bragère. Voilà un petit exemple. C'est clair que ces gens-là sont des aventuriers au sens le plus noble du terme. Il va y avoir, vous évoquiez d'une traversée du désert, c'est l'époque où effectivement les gens se lancent sur des voitures de série dans des défis absolument dingues. On connaît moins la croisière blanche qui était un échec puisque les gens ont gelé, les moteurs ont gelé, mais Citroën avait lancé un raid vers les pôles aussi. Avec le temps, on voit apparaître dans l'illustration la couleur, la photographie, la publicité. On est déjà à l'amorce d'une nouvelle presse. Là, ce n'est plus tout à fait la même chose. Jean-Sébastien Bachet. Oui, absolument. On est vraiment, avec l'illustration, on assiste à la naissance de la presse magazine moderne. D'une part, avec l'apparition de la photographie qui va se développer très rapidement, et l'illustration va vraiment accompagner cette révolution du photojournalisme. On peut dire aussi, et moi c'est ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on avance dans le temps, les anticipations deviennent complètement aberrantes. C'est-à-dire qu'on montre des modèles de voitures qui devraient être ceux des années 1980, 2000, etc., qui n'ont vraiment plus rien à voir avec la réalité. Hein. Rien à voir. Mais on terminait le livre sur un article paru dans les années
dans les années 30, je crois, c'était la voiture de 1999. Alors évidemment, il n'y a plus de roues, évidemment, elle vole dans l'air, mais ce côté anticipation était très très tôt inventé. L'idée qu'une voiture puisse voler, en fait, c'est dès les années 20, on imagine. Encore une fois, on revient à Tintin. Hein. Vous avez dans Tintin des voitures qui décollent, vrai, vous avez des choses tout à fait étonnantes. Et très rapidement, il y a cette idée que c'est tellement moderne, c'est tellement nouveau que jusqu'où peut-on aller ? Il y a énormément d'articles qui disent, dès les années 1900, des scientifiques qui vous expliquent le corps humain ne peut pas résister à une vitesse supérieure à 40 km/h. C'est physiologiquement impossible. Vous voyez, l'équipement que revêtent les gens pour conduire, ils mettent des fourrures polaires parce qu'ils pensent qu'ils vont être gelés. Enfin, il y a plein de choses très drôles comme ça. Beaucoup de pittoresque dans ce grand album cartonné, relié tissu, très beau, l'illustration. L'album s'appelle L'Automobile, histoire d'une révolution 1880-1950. C'est édité chez Michel Lafon. Merci à tous les deux. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Serge sur l'origine de l'expression « haut le pied ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Serge, qui veut en savoir plus sur l'origine de l'expression « haut le pied ». Eh bien, c'est une origine d'attelage, si je puis dire. Ça vient du monde équestre. On utilisait cette expression autrefois lorsqu'on ramenait un cheval très vite à l'écurie sans même l'avoir réattelé, si vous voulez. Et notamment dans le monde des mines. Vous savez que les wagons, les chariots de mine étaient tirés par des animaux, par des chevaux. Quand un cheval revenait sans aucune charge, on disait qu'il revenait haut le pied. Sous-entendu, il pouvait aller vite et il était très à l'aise. L'expression s'est ensuite étendue au monde ferroviaire. Et lorsqu'une locomotive circule sans aucun wagon, on dit qu'elle circule haut le pied. Et c'est l'origine de l'expression qui signifie faire les choses avec beaucoup de facilité et sans aucune contrainte. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait. Eh oui, merci Franck Ferrand. À lundi donc. Et avant de retrouver Raphaël Antoven qui reçoit dans Qui vive la rabbin Delphine Orviller, je vous rappelle que la 41e édition du Salon Rétromobile aura lieu du mercredi 3 au dimanche 7 février au Parc des Expos de la Porte de Versailles, un événement européen incontournable pour les amoureux des voitures anciennes.